À la une ce soir, déposer les armes, lancement de la 3e édition. Aujourd'hui, les autorités appellent les Martiniquais à rendre leurs armes blanches ou à feu aux forces de l'ordre. En contrepartie, pas de sanctions. Quel est le public visé? Quelle efficacité? La réponse en début de journal. Le programme du carnaval de Fort-de-France à l'approche des jours gras. La municipalité a présenté en fin d'après-midi son dispositif et vous le verrez, la sécurité reste une priorité. Nous nous intéresserons ce soir à la réglementation du secteur de la remise en forme. Il existe plus de 250 structures en Martinique. Ce matin, les autorités ont informé les différents intervenants des salles de sport sur les règles en vigueur. À la une également la culture, le carnaval avec cette exposition hors les murs, des masques de carnaval visibles dans les rues du quartier L'Ermitage à Fort-de-France, une œuvre réalisée par des étudiants du campus d'art caribéen. Voilà pour les titres, bonsoir à tous et je vous rappelle que ce journal est également visible en direct sur notre page Facebook. Déposer les armes, le slogan revient donc contre la détention illégale d'armes pour cette 3e édition. Le principe reste toujours le même pour les autorités, inciter les Martiniquais à rendre fusils et poignards avec à la clé la clémence. Voyez le reportage de Valérie Vincent et d'Alizé Lutran. Plus de 1000 armes à feu et 30 000 munitions, c'est ce qu'ont permis de récolter les 2 précédentes campagnes de collecte. Une initiative pour endiguer le trafic et les faits de violence avec armes que les Martiniquais semblent approuver. Je pense que je vais déposer parce que je pense que il y a trop de personnes qui meurent par rapport à tout cela. Le plus important qui serait qu'un truand fasse cette démarche-là, j'ai des doutes. Ça va rien changer. Pourquoi? Parce qu'ils font passer aux gens des permis d'armes. Donc c'est déjà une discrimination parce que tu as le droit de port d'armes, donc tu peux tuer quelqu'un. C'est déjà quelque chose de mauvais. Donc pour moi, je préfère dire qu'il vaut mieux déposer tous les armes et puis que ça va déjà faire un premier pas sur le lendemain. La détention et l'utilisation d'armes à feu sont soumises à une réglementation très stricte. Seules les forces de l'ordre, les chasseurs, certains sportifs et collectionneurs ont droit à des dérogations délivrées par le préfet. Dans le cas contraire, c'est un délit. Que faire avec cette arme-là que je détiens irrégulièrement? Si je vais dans une brigade de gendarmerie ou dans un commissariat, je risque des poursuites et sinon je ne sais qu'en faire. Et par conséquent, ces personnes-là conservent ces armes, les cachent d'ailleurs le plus souvent à juste titre, pour que personne ne puisse tomber dessus, sauf qu'en réalité ça ne fonctionne pas comme ça et qu'en réalité trop souvent, je le vois dans les dossiers, nous avons des personnes ensuite qui font usage de cette arme-là. Ce ne sont pas forcément les personnes qui les détiennent directement, mais ce sont les enfants, les petits-enfants, les cousins, des proches qui un jour font usage de cette arme. Rien qu'en 2016, 13 homicides par arme ont été recensés. Existe-t-il un trafic d'armes en Martinique? Rien ne permet de l'affirmer selon les autorités. Pour l'instant, on n'a pas de trafic caractérisé et en l'occurrence, à chaque fois, on se rend compte que ce sont des armes qui sont venues de manière un peu artisanale sur l'île, ce qui fait d'ailleurs que c'est encore plus compliqué à suivre d'un point de vue judiciaire. Souvent, les armes impliquées dans les affaires judiciaires proviendraient de la sphère privée. Beaucoup d'usages d'armes sont faits dans le cadre finalement de différents voisinages, de querelles intrafamiliales et elles peuvent tourner au drame justement parce qu'il y a une arme à proximité. Donc l'enjeu c'est de les prélever, de les enlever, de les déposer avec la garantie pour chaque citoyen dans le cadre de cette campagne dans le cadre uniquement de cette campagne, de ne pas avoir de poursuites judiciaires. L'une des actions phares de la campagne cette année, c'est ce véhicule, la caravane de la non-violence, que l'on retrouvera sur nos routes, notamment lors d'événements d'envergure. Voilà, je vous remets les clés de ce très beau véhicule. Nous serons présents dans les parades carnavalesques, donc les jours gras qui arrivent, et bien sûr les soirées, les plages, les rivières et les quartiers ainsi que les communes. Détenir et ou porter une arme à feu sans autorisation est passible de 75 000 € d'amende ou d'une peine d'emprisonnement. Les Martiniquais ont jusqu'au 17 avril prochain pour déposer librement leurs armes au commissariat et dans certaines gendarmeries de Martinique. La sécurité, l'une des priorités pour la ville de Fort-de-France dans le cadre du carnaval. Cet après-midi, la municipalité a présenté son programme et son dispositif à l'espace Camille Darcière. On retrouve sur place Alizé Lutran. À moins d'une semaine des jours gras, la ville de Fort-de-France déploie les moyens. On attend 50 000 personnes en moyenne chaque jour dans les rues de Fort-de-France. Alors comme chaque année, l'accent est mis bien évidemment sur la sécurité et cette année est placé sous le signe également du développement durable. Maurice Fernet, vous êtes responsable de la sécurité. Expliquez-nous d'abord, rappelez-nous le parcours. Alors le parcours, comme chaque année depuis une décennie, même plus, emprunte les voies les plus larges du centre
centre-ville, donc le boulevard Général de Gaulle, le boulevard Allègre, la Ouillonnaise de Proche, le boulevard Alfassa, le boulevard Chevalier-Sept-Marthe et la Ouibouillé. Donc c'est une boucle de 2,7 km qui est mise à disposition du public et des carnavaliers. Les voies les plus larges du centre-ville, le chantier du TCSP est terminé, donc des conditions de confort et une qualité aussi des espaces mis à la disposition des carnavaliers et du public. Quelles sont les nouveautés cette année? Alors cette année, nous sommes sur des fondamentaux, c'est-à-dire que pour permettre aux personnes de faire correctement carnaval, il faut neutraliser à la circulation toutes ces voies et au stationnement également. Donc dès 13h chaque jour jusqu'à 20h environ, l'ensemble du centre-ville est interdit à la circulation et au stationnement et nous insistons pour que les personnes ne garent pas dans le centre-ville dès le matin parce qu'ils ne pourront pas quitter la ville avant la levée des barrages prévue vers 20h, 20h30. La deuxième chose importante, c'est que le concept de développement durable est venu mettre en relief un certain nombre de dispositions que nous mettions déjà en place depuis quelques années. Qui fait partie de la charte du carnavalier. Absolument. Le développement durable, c'est non seulement tout ce qui est protection de l'environnement, c'est aussi la protection de nos ressources, mais c'est une gestion, j'ai envie de dire, plus durable de ces ressources. C'est quoi? C'est du covoiturage? Peut-être venir jusqu'à Fort-de-France avec une seule voiture au lieu de... Absolument. C'est du covoiturage, c'est aussi l'utilisation de véhicules propres, hybrides ou électriques, mais c'est également l'utilisation des transports publics, puisque depuis plusieurs années, nous mettons à disposition, avec le concours des centres commerciaux périphériques, quasiment 3000 places de stationnement à l'extérieur du centre-ville, et la CFTU et le réseau Mosaïque jouent le jeu et mettent à la disposition un réseau de navettes qui permettent à ces personnes de venir assister au carnaval sans se poser la question du stationnement et des embouteillages. Qu'est-ce qui va être mis en place au niveau de la sécurité? Nous sommes sous le plan Vigipirate, c'est un peu particulier. Alors, comme les années précédentes, les manifestations font l'objet donc de ces points d'entrée, points d'accès pour le public, avec des palpations de sécurité, bien entendu. Et donc là aussi, la consigne de comportement, c'est de laisser à la maison tout ce qui ne fait pas partie de la panoplie du carnavalier, les couteaux, les armes à feu, les armes factices également, mais également tout ce qui peut causer des blessures, comme les bouteilles en verre. Et je rappelle que cette mesure d'interdiction, elle s'applique également aux commerçants non sédentaires qui exerceront sur le domaine public. Et nous demandons aussi aux autres commerçants, aux SNAC, de jouer le jeu. L'objectif, bien entendu, c'est 0 bouteille dans le centre-ville, 0 accident. L'autre élément qui est extrêmement important, c'est que chacun comprenne bien que le carnaval, c'est une belle fête. Donc l'objectif pour nous, c'est de faire participer également les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants. Malheureusement, chaque année, nous avons... Ce n'est pas une nouveauté, mais vous renforcez également... Absolument. Nous renforçons également les moyens mis à disposition de ces personnes. Les gradins seront positionnés devant la mairie et ils seront maintenus en place tous les jours de manière justement à créer un espace protégé pour ces personnes, en plus d'espaces de stationnement dédiés que nous mettons à leur disposition. Pour ça, il faut qu'ils se rapprochent de nos services au cours de la semaine avec les justificatifs pour qu'ils retirent un laissez-passer. Voilà, toute une série de mesures, là encore, pour que la fête soit plus belle. Ce que je préciserai également, c'est que ça nécessite bien entendu la mobilisation de toute une série de services, police nationale, les agents de médiation, des secouristes, puisque nous avons 4 postes de secours qui seront sur... Ça représente combien de personnes aussi à peu près? Alors, écoutez, il faut compter à peu près 350 personnes mobilisées chaque jour. C'est-à-dire que vous avez du personnel municipal, les électriciens, etc. pour que si jamais il y a un quelconque incident dans la ville, un délestage ou autre, mais qu'on puisse réagir. Et c'est bien entendu un dispositif également avec un poste de commandement opérationnel au sein duquel on retrouve sous l'autorité d'un sous-préfet. On retrouve effectivement tous les services pour pouvoir réagir en cas de besoin. Je rappelle également que la ville de Fort-de-France est sous vidéoprotection depuis quelques années. Nous avons d'ailleurs renforcé le dispositif et ça nous permettra là aussi de gérer correctement ces manifestations. Rappelez-nous pour terminer quelques modalités pratiques. Comment est-ce qu'on fait pour venir jusqu'à Fort-de-France? Où est-ce qu'on peut se garer? Ce sera jusqu'à quelle heure? Expliquez-nous tout ça. Voilà, alors on peut venir à Fort-de-France à vélo, en bateau, en voiture, à pied si on le souhaite, ou effectivement en bateau. Donc il faut simplement respecter un certain nombre de règles. Il y a des zones de stationnement qui sont mises à disposition du public sur les parkings périphériques, parking des centres commerciaux périphériques, le parking du stade de Dillon, prendre la navette qui ramène sur le centre-ville. Ne pas se garer dans la ville dès le matin, puisqu'à partir de 13h, les voies seront fermées. Le centre-ville sera réservé aux manifestations et toutes les personnes qui seront à l'intérieur ne pourront pas quitter la ville avant 20h. Des facilités sont prévues pour les riverains pour effectivement permettre qu'ils puissent se déplacer jusqu'à une certaine heure sans difficulté. Ensuite, pour venir à Fort-de-France, on peut venir à moto également, avec son casque bien entendu. Et pour ça, on bénéficiera de la mise à disposition de 2 parkings moto, un du côté du quai Ouest, un autre du côté de
la Pointe-Simon, le parking Indigo qui est mis à notre disposition. Voilà, on peut aussi venir en bateau, puisque les navettes maritimes, depuis les Trois-Îlets, amèneront les passagers sur Fort-de-France, de la même manière que nous faciliterons aussi tous ceux qui empruntent les navettes en direction des îles de la Caraïbe, puisque nous avons des départs effectivement au cours justement des après-midi de Vidé. Voilà, donc tout est... Et nous essayons de mettre à la disposition du public des dispositifs qui leur permettent justement de vaquer à leurs occupations, mais également de venir participer à cette grande fête, à ce rendez-vous majeur, ce rendez-vous culturel majeur de la vie martiniquaise. Voilà donc pour ces informations, merci à vous. Vous l'aurez donc compris, le carnaval cette année qui se déroulera sous le signe évidemment de la sécurité comme d'habitude, mais aussi et surtout de la fête. Voilà, Alizé Lutran en compagnie de Valérie Vincent. Merci à vous deux. En bref, un chauffeur de bus contrôlé positif aux stupéfiants ce matin à Sainte-Luce. C'est le résultat d'une opération de contrôle réalisée par l'escadron départemental de la sécurité routière. Le conducteur s'est vu retirer son permis sur le champ. Et puis, en bref, toujours, les bus Mosaïque toujours à l'arrêt depuis l'agression de mardi dernier. La société a donc annoncé que le service ne reprendra pas demain. Cette initiative maintenant de la mission locale du Nord, un job training ce matin au Robert, une centaine de jeunes au contact de chefs d'entreprise pour une simulation d'entretien d'embauche. Écoutez les réactions recueillies par Régine Germani. J'ai participé au training job aujourd'hui pour que les employeurs qui étaient ici présents puissent me donner les atouts, pour me donner les clés justement pour que je sois au top lors de mon prochain entretien d'embauche. On l'a vu, lors d'un entretien, il n'y a pas que le CV, il y a le savoir-être aussi. Et pour nos jeunes, c'est leur donner un maximum de chances, leur permettant de réussir leur entretien d'embauche. Ça s'est super bien passé. Le monsieur qui m'a reçu, il était super cool. Il m'a vraiment donné beaucoup de pistes, voilà, pour mon prochain entretien. Nous avons surtout visé les jeunes NEET qui sont ni en emploi, ni en formation et qui pour nous présentent des lacunes ou ont du mal à se vendre auprès d'employeurs, voire à décrocher des entretiens d'embauche. Et là, on leur dit, ce matin, on vous amène des employeurs qui sont là, vous n'avez pas à aller les chercher, ils viennent à vous, ils viennent, ils se présentent à vous. Le seul truc qu'on vous demande, c'est de venir avec un CV et de vous présenter avec votre CV et d'essayer de convaincre l'employeur. Éloigner les enfants des écrans, les enfants de moins de 3 ans. C'est le message de la campagne du CSA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite cette année encore alerter les parents sur les conséquences des écrans, des tablettes, des ordinateurs ou des télévisions sur le développement des jeunes enfants. Voyez les précisions d'Alvin Courcy. Chad a 2 ans. La tablette, il y a droit une demi-heure par jour pour regarder des contes en allemand. Pour sa maman, c'est un moyen de se divertir en s'instruisant, à condition de contrôler en permanence les contenus visionnés. Ça reste toujours des contes inanimés, principalement en allemand. Bon, des fois, ça part sur de l'anglais puisque c'est systématiquement proposé. Et je lui ai enregistré donc des chaînes YouTube. Qui lui permettent en fait de rester dans un cadre bien précis, donc je sais exactement ce qu'il regarde, en sachant qu'il n'a le droit de le regarder que en notre présence. Langsam, super, stop. Le reste du temps, cette maman essaye au maximum d'occuper autrement son petit bonhomme, notamment en le faisant participer à la préparation du repas. Mais quand les tâches quotidiennes ne conviennent plus à un enfant en bas âge, la tentation de lui laisser la tablette peut se faire ressentir. Je dois préparer le repas, je suis enseignante, j'ai mes préparations à faire. Son papa est amené à rentrer tard par rapport à ses fonctions. Donc il est vrai que des fois, je lui autorise un petit peu plus la tablette que sur l'aspect pédagogique. Difficile aujourd'hui pour les parents de faire abstraction de ces écrans omniprésents dans notre quotidien. Mais à un âge où les premières sensations sont essentielles, l'utilisation de ces supports peut perturber le développement de l'apprentissage. Un des écueils de la télé, c'est d'apporter des images brutes sans que l'enfant ne puisse faire appel ni au toucher, ni au goût, ni à cette relation qui est celle qui le fait grandir. En plus des risques liés au développement psychique, les écrans exposent les petits à d'autres dangers. On a aussi la luminosité de la télé qui peut être dangereuse pour une rétine de petit. Elle est dangereuse parce que les images souvent leur apparaissent comme très violentes puisqu'ils n'arrivent pas à les analyser et les images défilent très vite. Troisième impact, ce sont les ondes physiques électromagnétiques
dont on découvre de plus en plus qu'elles ont une action d'échauffement, une action thermique sur les cellules du cerveau et une action non thermique en termes de désorganisation électrique du cerveau, c'est-à-dire que les synapses se développent mal, l'électrification du cerveau se développe mal, surtout les 6 premières années. Le message des professionnels de l'enfance est donc clair, les écrans numériques doivent être interdits aux enfants de moins de 3 ans. On poursuit ce journal avec cette matinée d'information et de réflexion sur la réglementation des salles de sport. C'était ce matin à l'Institut martiniquais du sport. Les différents acteurs du secteur de la mise en forme, de la remise en forme, se sont vus rappeler les règles en vigueur par les autorités. Voyez le reportage de Louis Sabas. Avec 250 centres de remise en forme ou aquagym et plus de 500 éducateurs sportifs référencés, en Martinique, le secteur connaît une forte croissance depuis quelques années. Mais si les professionnels disposent des bonnes qualifications, nombreux sont ceux qui pêchent dans un domaine, celui de la réglementation du travail. C'est justement l'information que vient chercher ce jeune coach indépendant qui parfois travaille dans de grandes structures. On a du mal à mettre en place des contrats avec les salles de sport privées ou publiques. Donc il se pose le cas d'un indépendant, un exemple, qui intervient dans une salle et les documents qu'il doit fournir pour être en règle et avec l'inspection du travail et les organismes agréés. La rencontre a justement pour objectif d'informer les professionnels. Rédaction de contrats de travail, conventions collectives, formation. Les autorités ont constaté au cours des contrôles de nombreux manquements réglementaires, notamment dans les petites structures. Beaucoup d'entrepreneurs ou d'auto-entrepreneurs ne connaissaient pas les règles et donc nous souhaitions par cette journée d'information avec l'ensemble des partenaires que je citais tout à l'heure faire en sorte d'apporter le maximum d'informations pour que ces orientations réglementaires soient prises en considération par les professionnels pour effectivement favoriser une pratique dans la meilleure sécurité pour les usagers. L'heure est à l'information, mais pour ceux qui ne respecteraient pas les règlements, la note peut être salée. Ceux qui ne rentreraient pas dans le cadre de la réglementation s'exposent évidemment à des sanctions pénales et des sanctions administratives qui peuvent aller jusqu'à des sanctions le maximum prévu par réglementation et de 2 000 € d'amende administrative par travailleur concerné. Donc ça peut être des sanctions assez lourdes. Donc les employeurs, effectivement, ont tout intérêt à régulariser. Selon les professionnels, l'essor du secteur s'accompagne de dérives, comme celle des coachs non déclarés ou sans qualification. Et ils seraient nombreux à échapper aux autorités. Mais pour l'heure, ces dernières optent pour une posture de communication et de sensibilisation et mise sur les formations qualifiantes. Justice, Julio Colombo, ancien footballeur professionnel condamné à 6 ans de prison pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. La sanction est tombée ce matin à Marseille. Le Saint-Claudien a été reconnu coupable de trafic de cocaïne et de cannabis en Martinique. On écoute son avocat au micro d'Éric Dupuis. Julio Colombo, il a toujours pris ses responsabilités, il a toujours assumé ce qu'il avait fait. C'est quelqu'un qui n'avait jamais été condamné avant. C'est quelqu'un qui, effectivement, savait parfaitement qu'il allait être condamné à une lourde peine, compte tenu du fait qu'il était quand même engagé dans un trafic de stupéfiants, qui était quand même un trafic à grande échelle. À partir du moment où vous avez été condamné à une peine dont le reliquat de la peine n'est pas supérieur à 4 ans et que vous avez un enfant de moins de 10 ans, vous avez la possibilité de demander une demande de libération conditionnelle, parentale. C'est quelqu'un qui a préparé, entre guillemets, sa réinsertion, même s'il ne connaissait pas la prison avant d'y être rentré. Et donc il a fait énormément de choses en prison, ce qui va, à mon avis, l'aider beaucoup à sortir dans les meilleures dispositions possibles et le moins cassé possible. Restez avec nous dans quelques instants, direction la Guyane à la découverte d'une usine de fabrication de papier visitée par le grand public ce matin lors d'une visite guidée. Opération séduction pour l'armée qui souhaite recruter 15 000 nouvelles recrues cette année. Illustration dans un salon d'étudiants en Guadeloupe. Et puis à vos blocs-notes, nous ferons le point sur votre programme sport du week-end avec notamment du cyclisme, de la voile et d'autres activités nautiques. Direction la Guyane, donc vous le savez, la région ne manque pas d'arbres et une entreprise a arrêté d'importer du papier pour en fabriquer. Depuis 2 ans maintenant, le grand public a pu visiter ces locaux ce matin. Oui, le reportage de Stéphanie Puglici. 15 000 rouleaux de papier en moyenne en 1 heure.
Des machines qui fonctionnent 7 heures dans la journée. L'usine tourne à plein régime avec la fabrication de papier toilette et d'essuie-tout. On a une opération ici de bobinage qui consiste à enrouler le papier autour des petits mandrins. Et donc on a une espèce de très grand rouleau qu'on va par la suite découper sur la scie ici. Déroulage des bobines, découpage des rouleaux, décoration ou encore emballage. Avant de pouvoir retrouver ces rouleaux chez vous, de nombreuses étapes sont donc à prévoir. Implantée depuis plus de 30 ans dans le département, cette société de production et de diffusion guyanaise s'est lancée un nouveau défi il y a 2 ans. Substituer l'importation par une fabrication locale. Inauguré ce matin pour cette unité, c'est un pari réussi. Substituer ces importations par de la fabrication, c'est avéré une opération pour nous rentable puisque ça permet de créer de l'emploi, ça permet d'avoir des produits beaucoup plus compétitifs et d'avoir surtout un outil industriel à notre disposition. Le fait de pouvoir fabriquer sur place nous a donné cette autonomie de pouvoir lancer une marque locale, le Toucan. C'est quelque chose qu'on souhaitait faire depuis très longtemps, mais on voulait une identité forte et faire le Toucan en Guyane, c'était l'objectif majeur. Avec un investissement de plus de 3 millions d'euros pour ce projet, l'entreprise, en plus de créer de nouveaux emplois, s'est fixé d'autres buts très précis. Nous souhaitions abaisser les coûts, les prix de vente puisqu'on était un peu plus cher auparavant. Donc aujourd'hui, on a ces choses faites. On a pu baisser nos tarifs de 8 à 10% sur le marché guyanais et on est beaucoup plus maintenant sur les prix du marché. Voilà, donc beaucoup plus compétitifs. Et ça va nous permettre de nous développer et d'aller encore plus loin dans le développement de nos parts de marché. Une autre des objectifs, c'était d'améliorer la qualité de nos produits. Aujourd'hui, si vous voyez le doudou fabriqué en Guyane, il est exclusif. Il a un décor d'anthurium, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et on a amélioré la douceur, on a amélioré le décor. On est beaucoup plus au goût du jour, des meilleures techniques disponibles dans le métier. Basée sur Cayenne, cette structure distribue 3 marques de papier différentes, et ce, sur toute la Guyane. 15 000 nouvelles recrues aux Antilles-Guyane, c'est l'objectif de l'armée pour l'année 2017. L'institution était en pleine opération séduction aujourd'hui lors d'un salon destiné aux étudiants en Guadeloupe. Vous voyez le reportage de Karine Diama. Non, tu es soldat, même quelle que soit la spécialité que tu fais. Que tu sois secrétaire, cuisinière, mécanicien, magasinier, tu es soldat avant tout. Et avant d'être formé à votre spécialité, vous devez devenir soldat. Est-ce que vous savez ce que c'est que devenir soldat? Comment séduire et recruter de nouvelles forces, un exercice que maîtrise à la perfection l'adjudant-chef de Vaud. On leur parle un petit peu de notre vécu s'ils le veulent. On leur propose aussi quelque chose d'intéressant, c'est la période militaire. C'est un stage de 5 jours qui se fait en général au camp du Gommier, au camp de la Jaille, et où ils vont pouvoir pendant 5 jours revêtir l'uniforme et le treillis et découvrir le métier de soldat. Donc vivre vraiment ce que vit un soldat tous les jours. Chaque année, les forces armées profitent de ces nombreux salons à destination des étudiants pour tenter de susciter des vocations et surtout renforcer les effectifs. Il faut savoir que les forces armées recrutent des jeunes gens et donc des jeunes filles à partir de 17 ans jusqu'à 30 ans et d'un niveau scolaire de fin de 3e jusqu'à Bac+5. Bien évidemment, l'armée de l'air va recruter des pilotes de chasse, de transport ou d'hélicoptère, mais pas uniquement. Et c'est le but de notre présence ici, c'est faire connaître tous les autres métiers aux jeunes, à savoir les métiers de la mécanique, de l'informatique, les métiers des télécommunications, de l'administration et également de la sécurité défense. Entre l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, les forces armées devraient recruter près de 20 000 personnels. Retour chez nous, on fait le point sur vos rendez-vous sportifs de ce week-end. Beaucoup de nautique avec notamment le Grand Prix de la voile traditionnelle, du cyclisme aussi avec le prix de la ville de Sainte-Anne. Vous voyez le programme préparé par Caril Chassol. Direction la mer pour débuter, le plan d'eau de Sainte-Luce servira de cadre dimanche au prix de la voile traditionnelle. Une compétition qui va réunir 8 yoles et 8 gommiers ainsi qu'un équipage de scolaires. Départ de la première course, 11h30. Toujours dimanche, mais à Casse-Pilote se déroulera la première journée du championnat d'aviron de mer en 4. Début de la compétition, 10h. Surf en bref, la Coupe de Martinique aura lieu demain à partir de 13h et dimanche toute la journée et ce sera à Tartane. Temps fort de ce week-end dans beach tennis, la Beach Color.
Elle réunira 75 compétiteurs avec un plateau relevé sur la plage de Madiana. Début de la compétition demain 8h30. Les finales, elles, débuteront dimanche à partir de 14h30. Pas de répit pour nos cyclistes après les 6 jours de la CTM. Place demain au Grand Prix de la ville de Sainte-Luce. Départ de la course 14h pour 110 km autour de Sainte-Luce. Sport collectif en football, début ce soir 20h de la 17e journée du championnat de Régional 1. 4 matchs. RC Rivière Pilote New Star à Ancamé, Golden Lion Golden Star à Saint-Joseph, Aiglon New Club au Lamentin et Club Colonial CS15 Pilote à Pierre-Aliquer. Demain, 15h30, 2 rencontres et à 19h, un match refermera cette journée. Chez les femmes, la 14e journée du championnat débute demain 20h et se clôturera dimanche 15h30 par 3 matchs. En basket féminin, la 15e journée du championnat élite aura lieu demain 18h avec 3 rencontres dont le choc gauloise Golden Lion. Chez les hommes, 4 matchs sont prévus à 20h et 1 à 20h30. En handball, la 14e journée du championnat de pré-national débute ce soir. Chez les femmes, à 20h, 3 matchs. UJ Redoute gauloise à Corridon, Saint-Anne-Cap 110 Arsenal à Saint-Joseph et le derby lamantinois Étoile de Gondou Sporting au Palais des Sports de la commune. Demain, 2 rencontres à 18h30 et 20h, dont le choc USC Citron Réveil Sportif. Chez les hommes, 3 matchs ce soir, 21h30, Saint-Anne-Cap 110 Club Péléen à Saint-Joseph, Étoile de Gondou Espoir de Floréal au Lamentin et TS franciscain ASC Ducos au François. Suite de cette journée demain avec 2 matchs à 20h30 et 21h30. En volleyball féminin, dans le groupe 1, début ce soir de la 2e journée de la 3e phase du championnat avec un match. Paul Espoir, c'est à 19h30 à Rivière-Salée. Dans le groupe 2, 2 matchs demain à 19h et 20h et une rencontre à partir de 9h. Chez les hommes, 2 matchs sont prévus demain 20h et une rencontre à compter de 21h. En rugby, la 3e journée retour du championnat A15 débute ce soir 20h30 à Trinité. La Gauloise reçoit l'entente Good Luck SNK. 2 autres matchs auront lieu demain à 16h et 19h30. Sport en bref, pour conclure, il y aura de la gymnastique ainsi qu'un aquathlon dimanche. Un peu d'humour maintenant avec nos invités. Michel Continol, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes de Caillemont-Fouche et nous avons également Laurent Joseph. Bonsoir. Bonsoir du duo Domino. Vous êtes en ce moment en promotion pour un spectacle qui va se jouer dimanche à 16h à la Rivière-Salée, au Palais des Sports. Vous êtes 2 humoristes, en tout cas 2 groupes de 2 générations différentes. Est-ce que vous allez vous rencontrer sur scène dimanche ? Quelque part, oui, avec le public, je dirais. Ouais. Mais c'est vrai que chacun, on va faire notre prestation. Mais c'est vrai que là, quelque part, avec le public, ouais, on se rencontrera. Alors, ça ne sera pas donc un spectacle avec donc, les 2 groupes. Ça sera 2 spectacles à la suite. En fait, il peut y avoir une petite surprise. Mais ce qui est prévu, c'est que Domino fasse son show. Oui. 1 heure de show avec Domino et 1 heure de show avec... la troupe Caillemont-Fouche. Alors Caillemont-Fouche, justement, c'est une troupe très connue depuis de longues années ici en Martinique. Oui. Domino également connu, mais plus peut-être par la nouvelle génération. Une qui vous a réuni dans cette salle ce dimanche, du coup, au-delà de ce spectacle? Est-ce qu'il y a une attirance entre vous 2? Oui, je pense. Déjà, une attirance artistique, culturelle. Oui. Et puis, Domino est venu en Martinique il y a quelques mois, en prestation. Voilà. Donc, on s'est rencontrés, on a discuté et on leur a proposé une date de spectacle. Et puis, je crois que ça a marché. Tout est accepté. Oui. Ça a fonctionné. Puis, voilà. Donc, ça va se concrétiser. Dimanche, oui, avec plaisir. Et moi, je suis très curieuse, on est très curieux de pouvoir encore découvrir, parce que moi, j'ai vite fait découvrir par téléphone et vite fait vu quelques trucs. Mais je suis très contente de pouvoir découvrir vraiment ce qui se passe, parce que c'est vrai que les anciennes et les nouvelles générations ne se rencontrent pas assez, à mon avis. Et je trouve que c'est super sympa. C'est une belle occasion. Oui. Et puis, bon, c'est l'occasion aussi pour le public de Domino, un public en Martinique. Oui. Le public de Domino qui va découvrir Caillemont-Fouche et
vice-versa. Exactement. C'est un échange, un bel échange. Alors justement, on va revenir sur le ressort du rire, peut-être différent pour vous deux. Caïman Monfort, je le disais, c'est un rire installé au sein de la communauté antillaise, la famille créole. Voilà, et vous, donc, ce couple mixte, est-ce que finalement, est-ce qu'on se retrouve quelque part? Est-ce que vous utilisez les mêmes ressorts du rire? À mon avis, oui. Dans l'humour, de toute façon, on utilise exactement les mêmes ressorts comiques qui sont en général prendre des références que les gens ont pour que les personnes puissent se retrouver. Et c'est vrai que Domino, nous, on utilise effectivement la différence culturelle, comme on le sait, pour pouvoir faire rire. Et on utilise des situations où les gens se retrouvent. Et je pense que Caïman Fouche utilise les mêmes ressorts que nous. Aussi, c'est l'actualité, c'est un rire de situation, voilà, d'expression également. Exactement. Donc, c'est l'actualité, c'est la vie de tous les jours. Qu'on met en scène, mais à la sauce Caïman Fouche. Et nous, à la sauce Domino. C'est vrai que nous, comme on avait opté pour ça dès le départ, pour pouvoir ouvrir au maximum à l'extérieur, c'est que Domino, nous, on fait, puisqu'il y a une personne dans Domino qui n'est pas d'origine antillaise, donc le but du jeu, c'était de croiser vraiment les deux cultures et de pouvoir que tout le monde soit dans la même salle. C'est très important pour nous. Et d'avoir un public un petit peu Voilà. plus large. On va maintenant revenir sur la question d'Internet. C'est vrai que la nouvelle génération utilise beaucoup ce média pour se faire connaître. On voit quand même que vous réussissez à remplir les salles. Est-ce que les salles ont toujours de l'avenir dans l'humour? Bien sûr, totalement. Parce que Internet, c'est une chose, on peut être partout à regarder des vidéos ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est pas du tout le même travail parce qu'on est dans une autre manière d'aller chercher le public. Chercher le public, c'est autre chose. Le public se déplace, il vient voir quelque chose et il a... Je ne sais pas comment expliquer. C'est vrai que Internet, par rapport aux réseaux sociaux, aide beaucoup. Ça, c'est clair, pour pouvoir remplir les salles. Mais c'est vrai que être sur scène, c'est vraiment autre chose. C'est autre chose. L'un ne va pas sans l'autre. Maintenant, Ça, il faut s'adapter, il faut s'adapter. Ah, n'est-ce pas? On voit votre compagnon de jeu. Donc lui, il utilise effectivement le mime pour pouvoir... Voilà, donc comme on peut le voir, Laurent, lui, utilise le mime pour pouvoir faire rire. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là, Laurent? J'apprends à conduire. Tu apprends à conduire, Laurent? C'est là que tu vas apprendre à conduire sur la TV? Tu vois ça? Tu vois ça? C'est là que tu vas apprendre à conduire, Laurent? Depuis le temps que je t'apprends à conduire, Laurent, c'est là que tu viens, tu me fais honte, Laurent. Sors de là. Qu'est-ce que Laurent fait? Et je peux faire un stop là, tu me déposes. Il peut me déposer à Rivière-Salée, au Palais des Sports. Ah bon, d'accord, tu montes, vous montez avec lui? Ben oui. Ah ouais, et en plus, c'est Guiti, il est pas trop mal, il est mignon. Il est mignon. Bien. Ah, tu laisses Guiti monter là? Oui. Tu es sérieux? Oui. Non, mais Guess est arrivé là sur le plateau de la TV. Alors, c'est à ce type de spectacle, de mime qu'on va devoir assister dimanche après-midi. Exactement, c'est le rire. Le rire, bon, les gens, ils ont besoin de rire, de se défouler, de déstresser un peu. Surtout que j'ai entendu qu'il y avait grève, il faut que les gens se déstressent. Voilà. Alors justement, une question d'actualité, l'actualité un petit peu tendue en ce début d'année, notamment en France métropolitaine avec l'affaire Théo et le sketch de Nicolas Canteloup qui a déplu, on est dans l'Hexagone mais aussi aux Antilles. Est-ce que vous avez entendu la chronique? Est-ce que ça vous a choqué, vous également? Moi, je n'ai pas entendu la chronique, mais moi, j'étais... de toute façon, nous... En tant qu'humoriste ou comédien, il faut toujours surfer sur l'actualité. Mais je pense qu'on ne peut pas rire de tout, on ne peut pas se moquer. Il faut faire très attention. Nous, par exemple, l'affaire Théo, on en a parlé, on était à Savigny, on en a parlé, mais post-spectacle, parce qu'on n'instrumentalise pas le malheur des gens sur scène. Pour moi, personnellement. Ça, c'est mon point de vue. Donc oui, j'étais un peu choquée, surtout que Nicolas Canteloup, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je trouve que son talent est indéniable et son travail est super. Donc là, c'est un dérapage total. Michel? Oui, il y a des limites. Mais enfin, il faut rire de tout. Mais enfin, il faut savoir jusqu'où on n'a pas allé. Ouais. Donc, pour revenir au niveau des réseaux sociaux, justement, le spectacle de Caïman Fouche, je rappelle que c'est un spectacle inédit, c'est un nouveau spectacle que les spectateurs vont pouvoir apprécier. Et justement, on a un sketch là sur les réseaux sociaux.
Donc, les bons côtés, les mauvais côtés, bon, parce qu'il y a toujours le positif et le négatif. Donc, on va un peu insister, appuyer là-dessus. Donc, on a un sketch sur les réseaux sociaux, comment les jeunes l'utilisent. Voilà, et comment ne pas l'utiliser également. Eh bien, écoutez, rendez-vous dimanche après-midi à 16h pour parler donc, des sports de Rivière-Salée. Merci. Non, pas long, c'est pas la même level. Merci à tous les trois. Merci d'avoir. Je viens avec moi. À nous aller. Oh là là. Ah, mais d'accord. Mais tu peux venir avec nous, il n'y a pas de Zoka fait problème. Bitazo tout seul. Oui, d'accord. Mais tu vois, tu étais d'accord. Domino et Montfort, donc à on retrouver. peut donner un numéro de téléphone si les gens veulent quoi réserver. C'est un numéro, c'est un portable, 29 73 04 ou le 23... Bon, 29 73 04, ça ira. 29 73 04. Là, c'est beaucoup plus vendeur. Voilà. 29 73 merci. 04. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. 04. Et rendez-vous dimanche donc pour un nouveau spectacle de Domino et de Montfourche. On reste dans l'actualité culture avec ce personnage incontournable du carnaval martiniquais, le Nègre Siro. Pour plusieurs enfants des écoles de Font-la-Haye, ils ont pu découvrir donc ce personnage. Regardez ses réactions recueillies ce matin par Louis Sabas. C'est un personnage que nous voulons faire connaître parce que bon, il y a des enfants qui ne connaissent pas forcément. C'est un patrimoine. Donc bon, comme c'est que pendant le carnaval que nous connaissons ce personnage, qu'on le voit. Donc nous avons décidé de montrer aux enfants comment ça se passe, c'est quoi la fabrication, pourquoi on est noir à cette période du carnaval. Nous avons préparé ça épique, nous avons créé un négocier. Un négocier c'est qui belle. Tout le monde sait c'est qui ça. Pour qui ça, ça carré en là, comment on ou pas taper bouton. On y en fuit, c'est un bombe. Effectivement, bombe là aujourd'hui on va chauffer. On mettre petit bon 50 dîner. On quitter brûler qu'on caramel, considérer le café pour nous. On fait tout assaisonnement, on va faire ça. On va mijoter. On va regarder, on va mettre un petit coup de l'eau. On va danser, on va faire tout le monde bien. Le problème, il ne faut pas tirer n'importe quoi. Si on tire n'importe quoi, on est ready. On va faire des affaires, on va faire bien. Et puis, les moments pour tirer, il n'y a pas de problème. Sauf que ça, il y a un moment pour tirer. Voilà pour cette découverte du Nègre Siro. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Et justement, un concours de masques de carnaval ce soir dans votre JT des communes au quartier L'Ermitage de Fort-de-France. Hubert Bornil nous emmène à la rencontre des étudiants du campus d'art caribéen. On regarde. Lorsque nous avons découvert ces masques sur place, ils étaient déjà confectionnés, mais ce qu'on a pu apprendre, c'est que les enfants de l'école primaire Pomme-Cannelle ont dû faire preuve de réel engagement en faveur de leur quartier. On les nomme Dracula, l'éléphant, le grand diable rouge ou le papillon aux 1000 couleurs. Ils ont pour mission de veiller sur le quartier L'Ermitage, particulièrement durant la période du carnaval. Ou pas le diable là ou? Ah, mon petit moi. Ah ouais? Ah ouais, vous êtes lui. Le diable là, qui s'est gadou, il a pas les bons, c'est gadou là. Ça va les bas, je vais les vidéos de temps en temps. Ça y est, le concours de masques est lancé. On passe à une deuxième phase du projet, à savoir l'installation. Ce masque, on dit souvent qu'on a peur, le diable rouge, c'est tout le monde. Et trouver un moment fort, le carnaval, sans le masque, on ne va pas faire carnaval. Et pour notre carnaval dans notre quartier, il a fallu remettre ça retirer ça dans les tiroirs. Des masques, sorte de représentation du fameux diable du carnaval, pour en quelque sorte conjurer le mal. Mais derrière cette symbolique, on peut voir aussi l'engagement de tous les acteurs du quartier aux côtés du centre culturel Marajo. On a voulu mettre les enfants en synergie sur un projet de masques. On a fait appel au campus des arts caribéens des arts, qui aussi accompagner les enfants du quartier de l'Ermitage, parce que tout le quartier, il faut tout le monde mettre ensemble. Et ça a fonctionné. Et puis, savoir que notre carnaval, il faut le dynamiser. À la question de cohabitation, histoire de ne pas du tout se laisser impressionner par ces masques. Les résultats quant au concours seront su prochainement, une fois que tout sera mis en place concrètement. Voilà pour ce reportage d'Hubert Bornil et de Valérie Vincent. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous dans quelques instants. Votre rendez-vous en Tchépéia. À tout de suite.